Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant et bienvenue à l'entretien du LTA Women Forum. Et cet après-midi, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Bineta Diop, envoyé spécial de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité. Alors, le docteur Bineta Diop est une militante des droits des femmes de longue date. Elle est à l'origine de l'ONG Femmes Africa Solidarité ou encore le Centre panafricain pour le genre, la paix et le développement. Les quelques minutes que nous avons à passer avec elle même ne suffiraient pas pour présenter tout son parcours. Et aujourd'hui, elle nous fait l'honneur de s'arrêter quelques instants pour partager avec nous ses convictions au sujet des femmes africaines en ces temps particuliers que nous traversons. Bienvenue parmi nous, docteur Bineta Diop. Merci beaucoup et merci pour cette invitation, Rissel. Et vraiment, j'aimerais vous souhaiter une bonne journée de la fête de la femme. Nous le méritons toutes. Et merci. Très, très bonne journée de la femme à vous aussi. Et alors, il sera essentiellement question de la femme pendant ces quelques minutes que nous avons ensemble. Et je commencerai par vous demander de faire un peu une sorte de lecture de ce qu'a été le respect des droits de la femme africaine depuis que vous avez commencé votre combat jusqu'à aujourd'hui. Alors, les droits de la femme africaine sont-ils plus respectés en 2021 que lorsque vous avez commencé votre combat? Merci beaucoup. Le combat ne date pas d'aujourd'hui, comme vous le savez, et vu mon âge, mais je ne m'arrêterai pas là. Depuis, on a été avant Beijing, depuis Beijing et jusqu'à maintenant. Et donc, le parcours du combattant. Mais vous me permettrez tout d'abord de dire que, lisant un récent rapport de la Banque mondiale sur l'inclusion, et là, on parlait vraiment de l'inclusion sociale, surtout du rôle de la femme et son accès à ses droits. Je pense que nous avons pu constater que avant 2020, on était sur une très bonne lancée. Nous avons fait, même par rapport à d'autres régions du monde, nous avions des avancées dans l'éducation et dans la santé, etc. Et même au niveau du leadership. Mais la COVID-19 est arrivée en 2020 et vraiment, malheureusement, s'est manifesté, a eu un impact négatif sur les femmes en particulier. Et je vais nommer parce que ça a commencé par une crise sanitaire, mais qui a fini par être sociale, économique et sécuritaire. Et vraiment, nous voyons comme en Afrique le secteur informel des femmes. Et nous savons en Afrique surtout, je suis du Sénégal, l'Afrique de l'Ouest, les Mama Benz, etc., qui traversent les frontières. Et il y a eu donc, comme on dit, le lockdown et toutes les femmes étaient mobilisées. Pas seulement le secteur informel, mais il y a eu aussi ce qu'on appelle une pandémie silencieuse. C'est les violences faites contre les femmes. Et ça, c'est partout. C'est pas seulement en Afrique. Et dans le secteur où je travaille, surtout les zones de conflit, elles étaient doublement affectées. Parce que déjà, les réfugiés dans les camps étaient déjà enfermés, mais on les enfermait encore plus à cause de Covid. Donc, vous voyez que les femmes étaient parties sur l'Afrique sur une très bonne lancée, mais ça a été stoppé 25 ans après. Et nous pouvons dire que la COVID vraiment nous a affecté les femmes africaines. Mais je ne veux pas dire que je ne dirais pas que nous avons tout perdu. Parce que si nous allons refaire notre économie, il faudra mettre les femmes au centre de cette reconstruction. Donc voilà, c'est les chiffres qu'on nous donne. On était bien partis, mais là, nous devons... Oui, allez-y. Il faut donc remettre les femmes au centre de la reconstruction du continent. Tout à l'heure, vous allez... Effectivement.
vous avez évoqué les avancées qu'on pouvait noter en Afrique avant la crise de Covid en matière de leadership des femmes. Je me souviens que dans une interview accordée à la Tribune Afrique en 2017, vous évoquiez les femmes managers dans le monde de l'entreprise et vous évoquiez aussi ce que vous aviez qualifié de plafond de fer et vous disiez que vous faisiez exprès de ne pas parler de plafond de verre mais de fer. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. C'est vrai qu'il y a eu la crise pandémique et que celle-ci a eu des conséquences sur l'économie en général et les entreprises et même la société. Aujourd'hui, est-ce que ce plafond de fer est toujours d'actualité selon vous? Je dirais que nous avons pu percer ce plafond de verre ou ce plafond de fer. Il y a eu des percées par les femmes. Nous venons de voir, comme vous l'avez cité tantôt, même la nomination de Dr Ngozi à la tête de l'Organisation mondiale du commerce, et j'en citerai d'autres. Malheureusement, si on continue de voir au niveau international, certainement Amina Mohamed, qui est la secrétaire générale adjointe également, on a vu ce qu'elle est, Madame Pumzile Mlamunguk. Donc, les femmes africaines sont quand même au niveau international. L'Union africaine a la parité, par exemple, dans l'institution. Donc, nous avons des avancées. Mais comme je l'ai tantôt dit, le Rwanda est le premier pays au niveau du monde même, pas seulement de l'Afrique, avec plus de 50% de femmes au niveau du Parlement. Maintenant, là où nous devons aller, c'est vers vraiment les femmes entrepreneurs. Parce que sans l'économie, la stabilité de l'Afrique, on ne verra pas cette avancée que nous voulons. L'Afrique de 2000, avec l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons, prospère, mais aussi en mettant au centre les femmes entrepreneurs. Laissez-moi juste partager avec vous 2 ou 3 exemples. Nous avons toujours préconisé qu'il fallait des banques, par exemple, pour les femmes, accès de financement, parce que les femmes entrepreneurs qui ont des outils, qui ont été formées dans des meilleures écoles, ou même informelles, mais qui connaissent les métiers, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait leur ouvrir des financements. Ce n'est pas la charité qu'elles demandent, mais ce qu'elles veulent, c'est avoir accès à des financements. Nous avons créé un fonds qui est de 500 millions de dollars, un demi-milliard de dollars, avec la CEA, qui se trouve à la Standard Bank. Ce que nous voulons, c'est de faire en sorte que les femmes qui veulent réellement avoir accès au financement, crédit, mais des crédits que nous pouvons dire qui soient des taux abordables, peuvent s'adresser à cette banque qui est connue, qui a 3 ans cotée. Je pense qu'ils peuvent avoir accès à ces fonds-là. La Banque africaine de développement vient de faire pareil avec le programme de AFAWA. Donc, il faut de plus en plus que ces femmes se mobilisent pour elles-mêmes avoir accès au financement. Donc, les femmes entrepreneurs, c'est d'abord ça, mais aussi les marchés publics. Marchés publics, c'est très important. Le Kenya a fait une option d'avoir un quota de 30% par rapport à ces marchés publics. Ce qu'il faut, c'est de former, c'est de faire en sorte que ces femmes puissent se positionner par rapport à ces fonds. Parce que la plupart du temps, elles ne sont pas au même niveau de compétition que ces hommes qui ont eu l'avantage d'avoir été là tout le temps. Donc, à faire leur business plan, que les femmes savent, ça puisse le faire et puisse se positionner par rapport à ces opportunités. Très bien. Alors, brièvement, dans tout cela, quelles devraient être ou alors quelles attentes aurait-on des gouvernements et de tout l'écosystème? Oui, heureusement, vous parlez de l'écosystème parce qu'il faut un tout. Il faut des politiques. Je viens de citer une politique de l'autonomisation de la femme et de leur donner accès. Par exemple, il y a sur l'agriculture. Il faut
un partenariat public-privé. Ça, c'est la réalité. Il faut faire des ponts, bâtir des synergies entre le public et le privé. Accès à la terre. L'Union africaine, de nouveau, a pris des mesures dans une convention pour dire que les terres arables de notre continent, et nous en avons des ressources, nous devons au moins donner 30% aux femmes, au moins 30%. Vous voyez, même si on veut aller sur 50-50 la parité, le seuil d'accessibilité par rapport à Pékin est là, au moins 30%. Donc, accès à la terre, mais égal accès au financement, j'en ai déjà parlé, et le secteur privé est là pour les investissements, mais aussi accès aux intrants, par exemple, et accès aux mécaniques. Il faut qu'on ait une agriculture qui soit plus, comment dirais-je, facile pour les femmes agricultrices, mais sur toute la chaîne de valeur. Il y a des femmes qui produisent, il y a les femmes qui transforment, nous avons les femmes qui sont aussi entrepreneurs et qui sont en train de faire, de regarder les marchés externes, etc. Donc, il faut que ça soit dans toute la chaîne de valeur que nous devons soutenir autour des solutions publiques-privées. Je travaille avec le World Economic Forum actuellement pour voir quelles sont les solutions qui existent. Et nous avons ciblé à peu près 5 millions de femmes en Afrique qu'il faut soutenir dans leur financement, mais également dans la formation et dans d'autres outils dont elles ont besoin. Et je pense que ça, c'est des initiatives dans les 10 années à venir. L'Union africaine aussi a dit qu'il fallait, en fait, proclamer, je dirais, les 10 années à venir, la décennie de la femme, mais c'est sur l'inclusion financière et accès aux ressources. Vous savez, l'Afrique a beaucoup de ressources, Madame Wister. Oui. L'Afrique énormément regorge, que nous voyons des ressources naturelles, que ce soit la terre, que ce soit les ressources, je dirais, les industries extractives, etc. Les femmes ne demandent qu'à être là. Elles ont les talents, elles ont l'expérience, elles ont les outils. C'est surtout en matière de digital, parce que c'est devenu un monde digital. Et ce que nous voulons, c'est de donner aux femmes cette accessibilité. Et c'est pourquoi nous avons créé le réseau des femmes pour les accompagner, Africa Women Leaders Network, le réseau des femmes conduite par une autre dame, Madame Ellen Johnson-Sirleaf. Très bien. Nous savons aussi en ce moment que plusieurs pays du continent sont dans des situations d'instabilité. Vous êtes envoyé spécial de l'Union africaine, non seulement pour les femmes, mais aussi pour la paix et la sécurité. Pour finir, quel rôle, quelle place, je dirais, devrait-on donner à la femme au sein des processus de paix qui sont enclenchés sur le continent selon vous? Est-ce que c'est satisfaisant déjà la place qu'on accorde à la femme aujourd'hui? Faut-il en faire davantage? Et quelles sont vos attentes, vous, en tant que militante des droits des femmes pour la prochaine génération? Vous savez, nous avons pu constater que tout accord de paix signé et que si ces accords n'incluent pas les problématiques des femmes et si les femmes ne sont pas à la table de négociation, c'est sûr que les 5 années à venir après ces signatures, ça devient caduque. Donc ça, c'est des études qui l'ont démontré. La femme doit être là. D'abord, c'est un droit. C'est l'agenda des femmes. Elles doivent le porter à la table. Et nous savons également qu'elles sont victimes. Je dirais même, c'est des survivantes parce qu'elles sont résilientes. Mais elles connaissent le terrain. Donc, je dirais en tant que l'envoyé spécial de l'Union africaine, ce que j'essaie de faire, c'est surtout dans le Sahel, dans les Grands Lacs, là où les violences continuent, c'est de les accompagner, de faire en sorte qu'elles puissent se réconcilier
Au moment où je vous parle, mon pays, le Sénégal, est en train de traverser une crise difficile, une petite crise. Nous allons remédier à cela. Mais je peux vous dire, c'est les femmes qui sont sorties cette semaine pour dire non, il faut arrêter la violence, il faut amener la paix, ramener la paix. Et c'est ce qui se passe dans le Sahel. Mon rôle, c'est d'accompagner ces femmes. Mon rôle, parce que elles sont éducatrices, elles sont médiatrices, elles connaissent ce qui se passe dans la communauté. Donc, je veux dire, elles proviennent de différentes ethniques, de groupes ethniques, de différentes, je dirais, religions. Mais elles sont capables de se fédérer, elles sont capables de se mettre ensemble, elles sont capables aussi de faire bouger des montagnes. Donc, une paix sans les femmes, ce n'est pas une paix durable. Donc, c'est pourquoi mon rôle est de les accompagner et de les fournir les outils nécessaires pour qu'elles puissent réellement remplir le rôle de transformer leur environnement et de transformer le continent africain. Très bien. Et quel serait votre mot de la fin, Docteur Diop, au moment où beaucoup de jeunes filles à travers le continent, notamment au Nigeria, sont régulièrement enlevées? Je sais que vous portez aussi un message, un fardeau, je dirais, pour la prochaine génération. Quel serait votre mot de la fin? Quel serait votre appel à cette jeune génération de femmes africaines pour qu'elles continuent le combat que des personnalités comme vous ont commencé il y a des décennies en avant? Vous savez, si vous mettez les femmes et les jeunes ensemble et les jeunes filles, nous représentons plus de 70% de la population africaine. La population africaine est très jeune, moins autour de 30 à 35 d'âge, comme vous le savez. Pour nous, c'est important parce que ça, sans la création disons, d'opportunités de travail pour ces enfants ou ces jeunes, on dirait que c'est une bombe à retardement. Sans emploi, je pense que c'est la raison pour laquelle il faut en faire des opportunités, créer des opportunités pour qu'on puisse bénéficier l'Afrique de cette jeunesse des dividendes, comme on dit. Alors pour nous, c'est important que nous tendons la main et qu'on ait de dialogue intergénérationnel avec ces jeunes. Nous avons l'expérience, certainement, mais ces jeunes ont l'expertise. Je peux vous dire, quand on s'assoit avec moi qui suis en train de mentorer, mais je leur dis, c'est vous qui êtes en train de me mentorer. Ce n'est pas moi, ce mentorat, c'est vous. Elles m'apprennent beaucoup de choses et moi, je leur transmets aussi ma petite expérience que j'ai eue. Donc, ce dialogue intergénérationnel dont on a besoin entre nous, les femmes et les jeunes, nos filles et encore même les plus jeunes, nous devons créer cet espace. C'est pourquoi chaque année, avec le Africa Women Leaders Network, on a créé un caucus, on se réunit, on fait des retraites avec les jeunes, on discute, on parle, on se prend la main et on partage l'expérience. Mais au-delà de cela, il faut aussi leur ouvrir des opportunités. Il faut les suivre, il faut les guider dans leur vie personnelle, mais aussi professionnelle. Donc, je sais également que cette année, les Nations Unies ont créé le forum qui actuellement va se passer dans 2 semaines au Mexico, le forum de Génération Égalité, mais également en France. Et c'est une opportunité unique de rassembler nos efforts et de faire en sorte de partager déjà. À Beijing, on a partagé les expériences. Et c'est là où tout le monde s'est dit, les droits de l'homme, c'est les droits de la femme. Donc, nous allons nous rencontrer encore pour redéfinir nos stratégies et accélérer notre combat pour les droits de la femme, mais aussi les droits de la jeune fille en Afrique.
Je vous remercie infiniment, Dr Bineta Diop, pour cet entretien. C'est ainsi que s'achève l'entretien du LTA Women Forum et nous passons tout de suite à la table ronde dédiée au digital et je passe la parole à Delphine.